Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, toute la session, on a parlé de la loi 2, des négociations, des médecins qui quittaient, des patients qui perdaient leur accès. Mais tout le débat sur la loi 2, toute la crise créée par le gouvernement, bien, ça nous a éloignés du bilan absolument atroce du gouvernement de la CAQ en matière de services aux citoyens. Madame la Présidente, je me permets de déposer une lettre reçue cette semaine par la Poste par un citoyen de ma région. Objet, traitement de votre demande de consultation médicale spécialisée en dermatologie. Monsieur, Madame, très personnel, Monsieur, Madame, votre médecin traitant a transmis au CRDS une demande à votre nom pour une consultation médicale en dermatologie. Dans le cadre d'un travail d'épuration des listes, nous souhaitons vérifier si cette demande est toujours nécessaire. Veuillez nous indiquer les informations suivantes. 1. Avez-vous été vu en consultation pour cette spécialité depuis la demande initiale reçue, tenez-vous bien, le 21 décembre 2021? 4 ans, Madame la Présidente. Le gars, il est allé au privé, il a payé des milliers de dollars, ils ont trouvé une tumeur cancéreuse, il y a eu une opération pour cette tumeur cancéreuse, il y a eu une chirurgie plastique pour réparer la première opération, et il y a eu des rendez-vous de suivi, tout payé de sa poche, puis 4 ans plus tard, on y envoie par la poste, pas pour lui donner un rendez-vous, on y envoie une lettre pour savoir s'il veut encore le rendez-vous qu'il a demandé il y a 4 ans. C'est ça le bilan de la CAQ, l'abandon complet des patients du Québec. Consentement pour le dépôt? Consentement. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, je compatis effectivement avec le patient puis le cas bien précis qui vient d'être mentionné par le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, notre objectif dans les négociations avec les deux fédérations de médecins, bon, d'abord, très content, on va attendre le vote. Très content d'avoir une entente de principe avec les médecins de famille. L'objectif est clair. On veut que des centaines de milliers de Québécois de plus aient accès à un GMF, un médecin de famille dans un groupe de médecine de famille, au cours des prochains mois, Madame la Présidente. Donc, on va espérer que le vote soit positif. Maintenant, concernant les spécialistes, puisqu'il s'agit d'un spécialiste, ce qu'on leur demande essentiellement, c'est de viser des cibles, puis qu'on travaille ensemble, les médecins d'une spécialité, pour éviter des cas comme ça, que certains patients soient trop longtemps sur une liste d'attente. Et je l'ai dit souvent, Madame la Présidente, jamais on aura un réseau de la santé efficace si on ne change pas le mode de rémunération des médecins. On a le courage de le faire, ce qui n'a pas été le cas des libéraux. Première complémentaire. Madame la Présidente, hier, la semaine dernière, le mois dernier, il nous disait « J'ai besoin de toute la loi 2, c'est ça qui va sauver le réseau ». Aujourd'hui, il enlève des énormes pans, il fait un recul total sur sa loi 2, puis il nous dit « c'est ça qui va sauver le réseau ». Et où sa crédibilité, Madame la Présidente? Des lettres comme ça, là, j'en ai une puis un autre. Demande en rhumatologie depuis le 7 juillet 2022. 7 juillet 2022, Madame la Présidente. Ça fait 3 ans et demi que les patients attendent après le gouvernement puis qu'ils n'ont aucune nouvelle. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le ministre de la Santé et moi, on a toujours été clairs, fermes sur les principes, souples sur les modalités. Ce qu'on veut, Madame la Présidente, c'est que les Québécois aient accès à un médecin de famille. Ce qu'on veut, c'est que les spécialistes travaillent ensemble pour atteindre des cibles, pour éviter des cas comme ceux qui sont mentionnés par le chef de l'opposition officielle. Nous, on a le courage de le faire. Les libéraux n'ont pas eu le courage de le faire pendant 15 ans. C'est un peu trop bruyant. J'aimerais entendre maintenant une seule personne et surtout pas de commentaires pendant les réponses ni les questions. La deuxième complémentaire. Monsieur le ministre, je vous entends. Madame la Présidente, il peut me parler de la loi 2, là, mais la loi 2, c'est le chaos total. C'est des dizaines de milliers de patients qui ont perdu leur médecin de famille. Là. Ils l'ont perdu. Eux autres aussi, ils ont eu des lettres.
Là, ça va prendre des années pour se remettre de tout ça. J'entendais le PDG du CIS de l'Outaouais hier qui disait « Bien, peut-être on espère être capable d'en récupérer 1 ou 2 ou 3 des médecins qui sont partis. » Le réseau, là, il est en train de passer toutes ses énergies pour essayer de réparer les dégâts causés par le gouvernement de la CAQ. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on n'a jamais dit que ça serait facile. C'est pas pour rien que les libéraux ont reculé puis ont rien fait. Ça fait 25 ans qu'on aurait dû changer le mode de rémunération. Même Claude Castonguay, avant de mourir, disait « ça aurait dû être fait depuis longtemps ». Madame la Présidente, je suis très fier que ce soit un gouvernement de la CAQ qui l'ait fait. Pas de bravo et pas de petits sons bizarres du côté de l'opposition officielle. Une seule personne maintenant a droit de parole. J'aimerais entendre sa question. Troisième complémentaire. On vous écoute, monsieur. Ben oui, Madame la Présidente. La loi 2, elle va tout régler ça. L'année passée, il nous disait c'est Santé Québec qui va tout régler ça. Avant, c'était la fin des agences, le remède miracle. Ça va tellement bien, Madame la Présidente, dans son réseau, là, que même son ancien directeur des politiques au cabinet du premier ministre est obligé d'écrire des lettres ouvertes dans la presse pour dénoncer les coupures de services en santé. On est rendu là, au gouvernement de la CAQ. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, si l'entente de principe avec les médecins de famille est votée positivement par les médecins au cours des prochains jours, dans les prochains mois, il y aura enfin des centaines de milliers de Québécois qui auront accès enfin à un médecin de famille, à un GMF, ce qui n'est jamais arrivé avec les libéraux. Pas de bravo, vous connaissez la règle. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. De Marguerite Bourgeois, que dire? Madame la Présidente, le bilan de la CAQ en finances publiques, c'est une catastrophe. À la fin du mandat, la CAQ aura ajouté 100 milliards à la dette du Québec. Le Québec a été décoté à cause de la CAQ. Il va y avoir eu un minimum de 9 budgets déficitaires de suite avant de revenir à l'équilibre, du jamais vu depuis que la loi est en place. La CAQ sera responsable de 40 % de toute la dette du Québec. Le premier ministre a pris ses décisions financièrement insoutenables et il le savait. Mais c'est l'échec collectif de tous les élus de la CAQ, Madame la Présidente. Et ils passeront tous à l'histoire comme le gouvernement responsable de 40 % de l'endettement du Québec. Sont-ils fiers de leur legs quand ils regardent nos enfants? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir de me lever en chambre aujourd'hui au nom du ministre des Finances. Je tiens à rappeler que on est passé à travers une pandémie. On a un contexte économique mondial qui est très particulier, si je peux résumer la situation à ce qualificatif-là. Et on a un plan de match très clair en matière de retour à l'équilibre budgétaire et gestion des dépenses pour y arriver. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'efficacité de l'État. Un concept qui aurait pu être introduit pas mal avant l'arrivée de la CAQ au gouvernement. Hein? Alors là, un traitement choc, hein, je pense qu'on l'a dit, un traitement choc pour revoir les façons de faire dans l'État pour qu'il y ait une pérennité à tous ces changements-là, pour réduire la taille de l'État, pour que ceux qui rendent des services dans l'État rendent des services aux citoyens qui ont le plus de valeur ajoutée possible. Alors, Madame la Présidente, c'est là-dessus qu'on va tabler dans les prochains mois et vous allez voir les résultats. Première complémentaire. En clair, hein, Madame la Présidente, ben, le vérificateur général dit que c'est même pas un demi-plan, et je le cite. Le plan de retour à l'équilibre budgétaire présenté en mars 2025 est incomplet. En effet, les mesures pour matérialiser plus de 50 % des efforts qui seront nécessaires ne sont pas déterminées. Le VG aussi nous dit d'ailleurs à la page 21, ligne 45 de son rapport, que la CAQ a sous-estimé le déficit de 15 % Madame la Présidente. N'avez-vous pas honte?
Attention aux propos, on demeure respectueux. Madame la ministre, présidente du Conseil du Trésor, allez-y. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, justement, c'est important que le plan de match, là, il soit exécuté. C'est pas juste des paroles en l'air, là. C'est une exécution qui est précise, qui est chirurgicale. Et comment on va s'y prendre? J'en ai parlé. L'efficacité de l'État, ça passe par revoir les façons de faire, réduire la paperasse, réduire la bureaucratie, les redditions de comptes multiples. Évidemment, on conserve la transparence, mais il y a moyen de revoir la fréquence, revoir la façon dont on s'y prend au niveau des rapports. Et on demande aussi à tous nos sous-ministres, à la fonction publique, de nous aider là-dedans. Et oui, ça requiert du courage à certains égards, mais la haute fonction publique est imputable. Complémentaire. La CAQ fait encore la démonstration de son incapacité à gérer les finances publiques. La CAQ a réussi à faire encore pire que le gouvernement du PQ de Pauline Marois, pour lequel, justement, Nicolas Marceau s'est excusé de ne pas avoir été bon. Pourquoi ce gouvernement, qui est responsable de 40 % de l'endettement du Québec, ne fait pas la même humilité que Nicolas Garceau? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'admettre que vous êtes juste pas bon? Et vous vous adressez à la présidente. Chut. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Madame la Présidente, là, peut-être qu'on peut rappeler les écarts sur le montant de la dette du temps des libéraux avec leur ancien collègue, M. Leitao. Mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je vous dis qu'on a un plan sur 5 ans pour réduire le déficit, retour à l'équilibre budgétaire. Ça va se faire de manière structurée. Puis, je suis obligée de rajouter, Madame la Présidente, là, qu'il a fallu rattraper justement les années d'austérité des libéraux. Ils avaient coupé dans les réseaux. Il a fallu redonner, rebâtir les réseaux au niveau de l'éducation, de la santé. Là, on a consolidé ce côté-là. Et puis là, on s'occupe de l'efficacité de l'État, réduire la taille de l'État pour qu'on reste là où c'est pertinent d'agir. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Hier après-midi, la SCHL dévoilait son tout dernier rapport sur le marché locatif et franchement, Madame la Présidente, les chiffres donnent froid dans le dos. Malgré une hausse importante du taux d'inoccupation dans plusieurs régions du Québec, bien, les loyers explosent partout dans la province. Selon les données obtenues, les loyers auraient augmenté de plus de 10 en moyenne cette année au Québec. Mais dans certaines villes, le constat est encore plus accablant. Au Saguenay, plus de 11 Montréal, plus de 12 Drummondville-Rimouski, 14 et à Trois-Rivières, plus de 15 en une année. Madame la Présidente, ce que ces données démontrent, c'est que la crise du logement n'est plus seulement une crise d'offre, c'est maintenant une crise d'inabordabilité, créée de toutes pièces par ce gouvernement qui a nié la crise trop longtemps. Et aujourd'hui, bien, elle frappe les jeunes, les familles, les personnes âgées. Alors, ma question à la nouvelle ministre, que compte-t-elle faire pour renverser cette tendance? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Ce que l'opposition officielle, vraiment, je remarque ça, c'est les oppositions, les parties positives dans les articles ne sont jamais soulignées. Alors, permettez-moi de les souligner. Radio-Canada qui dit « Fini les hausses moyennes de 7 % par an ». Le niveau de stress des locataires pourra baisser d'un cran à partir du printemps prochain. Même chose du côté du Devoir, où on dit les hausses de loyers à l'échelle du Québec seront moindres dès l'an prochain. Heureusement qu'on est là pour corriger un peu le tir. Madame la Présidente, grâce aux mesures qu'on a mises en place pour la première fois depuis fort longtemps, le marché se détend. On l'observe présentement. On va continuer de défendre. Le taux d'inoccupation est passé de 1,8 à 2,7. Donc, on s'approche du chiffre de l'équilibre qui est à 3 % Madame la Présidente. Puis, c'est une tendance qui s'observe. Ce qu'on observe aussi, c'est les propriétaires qui, vu ce relâchement qui s'amorce grâce à de nombreuses mesures qu'on a mises en place, commencent à offrir des mois de loyer gratuits, commencent à offrir des électroménagers pour attirer des clientèles dans leur logement. Donc, c'est la démonstration, Madame la Présidente, que le marché commence à se détendre un peu. Première complémentaire. Madame la Présidente, on le constate, les loyers ne diminuent pas et les listes d'attente pour les logements sociaux non plus.
Madame la Présidente, la réalité, c'est que sous la CAQ, les loyers ont augmenté de 71 % dans la région métropolitaine. À Drummondville, c'est même plus de 100 100 % d'augmentation en 7 ans. Ce sont des milliers de Québécois qui ont été abandonnés par la CAQ. Comment la ministre peut-elle expliquer que sous son gouvernement, les loyers ont augmenté à un rythme jamais vu? La réponse de la ministre. Il y a une équation que semble oublier le Parti libéral, l'inflation, qui a été créée par la pandémie, où il y a eu une chaîne d'approvisionnement qui a été brisée. Je pense qu'il n'y a personne ici qui peut nier le fait qu'il y a eu une chaîne d'approvisionnement qui a été brisée, Madame la Présidente, raison pour laquelle il y a une multitude de programmes qui ont été mis en place par ma prédécesseure, entre autres le projet de loi 31 pour permettre d'accélérer la construction du côté des villes. On a rencontré le maire de Québec, la mairesse de Sherbrooke, la mairesse de Montréal, le maire de Laval, qui nous a dit que sans cette mesure-là du PL 31, on ne serait pas arrivé à monter autant de logements. Donc, 2026, on va revenir donc à quelque chose de plus équilibré, Madame la Présidente. C'est ce que décrit le rapport de la SCHL. Deuxième complémentaire. Avec des hausses de loyers qui augmentent aussi vite, bien, les jeunes peinent à payer leur loyer et les prix des maisons ont aussi explosé. Alors, comment peut-on penser que les jeunes pourront mettre de côté l'argent nécessaire pour accéder à la propriété? La mise de fonds, aujourd'hui, est rendue inatteignable pour une majorité. Madame la Présidente, on est en train de sacrifier toute une génération. La CAQ a d'ailleurs le pire bilan en 50 ans pour l'accès à la propriété. Alors, que compte-t-elle faire pour les premiers acheteurs? La réponse de la ministre. L'inflation, Madame la Présidente, la chaîne a été brisée durant la pandémie. Je trouve ça honnêtement dommage que le Parti libéral soit pas en mesure de tenir en compte une chaîne pour faire de la construction qui a été littéralement brisée, Madame la Présidente. 4,1 milliards logements abordables, 1,1 milliard programme d'aide au logement pour aider à payer les loyers, près de 500 millions sur 5 ans pour les composantes du logement. Puis, je vous invite à rester attentif parce que la méthode actuelle de calcul de la fixation des loyers, il n'y a personne de l'autre bord qui l'a revu depuis 40 ans. Nous, on s'y attaque, Madame la Présidente. Dans les prochaines semaines, on sera en mesure de faire des annonces qu'a pas fait le Parti libéral ni le PQ, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Depuis quelques semaines, j'ai posé beaucoup de questions sur l'explosion du coût de la vie dont souffrent beaucoup les familles québécoises de la classe moyenne. Et j'ai demandé au premier ministre qu'est-ce qu'il va faire pour que les familles puissent sortir la tête de l'eau. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse sur ce que le premier ministre va faire pour les aider. C'est le temps des fêtes. C'est ma dernière question de l'année au premier ministre. Donc, j'ai décidé de donner cette dernière question aux Québécois et Québécoises. Puis, je leur ai demandé quelles questions ils aimeraient poser au premier ministre du Québec. Peut-être que là, on va avoir plus de réponses. Il y a Karim qui m'a écrit qu'il espère une vraie réponse, pas une réponse de politicien. Donc, je compte sur le premier ministre pour satisfaire Karim. Alors, je cite Kim, et je la cite, Madame la Présidente. Ce qu'elle m'a écrit, c'est pour sa question au premier ministre, comment feriez-vous pour survivre en gagnant 50 000 $ avant impôt avec un loyer à 1 500 $ par mois, un enfant à charge, 300 $ d'épicerie par semaine, 50 $ par semaine de gaz, 500 $ pour l'auto par mois, les lunchs de mon enfant à 10 $ par jour, sans parler des assurances, des loisirs et d'autres dépenses. Juste pour ça, ça me prend 40 200 $ par année de dépenses fixes. Puis là, je la cite. J'aimerais vous voir essayer de faire un budget d'une personne normale, pas avec votre salaire de premier ministre dans votre tour d'ivoire. Je la cite, Kim. Qu'est-ce que le premier ministre répond à Kim, qui a beaucoup de dépenses, une mère de famille, qui demande à son premier ministre de l'aider? La réponse, monsieur le leader du gouvernement, c'est pas à vous de répondre. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais ça dans une réponse complémentaire que la chef de Québec solidaire mentionne publiquement son salaire personnel. Parce qu'elle vient de parler de ça, là, donc j'aimerais ça, dans sa prochaine question, qu'elle nous dise combien elle gagne, elle, puisqu'elle s'attaque au fait qu'on a des salaires qui sont, selon elle, trop élevés. Madame la Présidente, partout dans le monde, on a eu une augmentation du coût de la vie. C'est notre gouvernement qui en a fait le plus. On a donné, puis enfin, la chef de Québec solidaire parlait de la classe moyenne, 950 $ par personne
par année. C'est 7 milliards par année. C'est l'essentiel du déficit du gouvernement du Québec. Le reste du déficit vient d'une augmentation de salaire de 25 qu'on a donné dans l'enveloppe salariale des enseignants et des infirmières. Donc, je ne sais pas si la chef de Québec solidaire est contre ça. Donc, Madame la Présidente, je comprends très bien qu'actuellement, il y a eu une forte hausse des coûts à l'épicerie. Il y a eu une forte hausse aussi des coûts des logements, mais ce n'est pas une raison pour faire de la petite politique. Attendez, Madame la chef. Oui, Monsieur le leader du deuxième groupe, je vais vous écouter. Oui, je vais lui demander de retirer petite politique, s'il vous plaît. Et oui, j'allais lui demander, vous le faites, c'est retiré. Alors maintenant, j'aimerais entendre la première complémentaire de la chef. Madame la Présidente, Kim écoute ce que le premier ministre répond. C'est pas à moi, c'est à Kim. C'est exactement sa question. Donc, c'est ce que je vais mettre sur mes réseaux sociaux pour que les gens le voient. Ils posent des questions à leur premier ministre. C'est important qu'ils leur répondent. Il n'a pas répondu à la question de Kim. Il y a d'autres moments pour pouvoir y revenir. Je lui pose une autre question de plusieurs personnes, Marie-Chantal, Steve, Joanne, Catherine. Pourquoi laisser les chaînes d'alimentation faire des milliards de profits alors que les familles peinent à se nourrir convenablement? Une autre question de plusieurs personnes. Est-ce que le premier ministre peut leur répondre? La réponse du premier ministre. Oui, je n'ai pas eu de réponse de la part de la chef de Québec solidaire, donc je vais donner la réponse. La chef de Québec solidaire gagne 191 194 $, plus une allocation de 30 000 $. Donc, elle gagne 220 000 $. Donc, j'espère qu'elle va aller dire ça aux gens dans son comté. Madame la Présidente, quand on regarde le revenu disponible, c'est au Québec qu'on a le plus augmenté le revenu disponible après impôt et après inflation. Donc, Madame la Présidente, on fait notre possible pour l'ensemble des Québécois. C'est terminé. Monsieur le premier ministre, c'est terminé. S'il vous plaît. Alors, consentement pour le dépôt du tableau? Consentement. Madame la chef, deuxième complémentaire. Le premier ministre compare beaucoup avec l'Ontario le revenu disponible. Moi, je lui ai fait la comparaison entre les gens qui ont les plus hauts salaires puis les gens de la classe moyenne et plus pauvres. Et il y a une grande différence du revenu disponible. C'est ce que je lui ai montré. Puis ce qui a augmenté, ça a augmenté moins que l'augmentation du coût de la vie. J'ai une autre question. Les gens attendent la réponse du premier ministre. Les banques alimentaires, ça c'est André, les banques alimentaires affirment qu'elles ne peuvent plus répondre à la faim au Québec. Est-ce que vous allez continuer à regarder vos fils dans les yeux en refusant d'augmenter un peu les impôts des multimillionnaires et des super riches du Québec? Et Madame la chef, vous ne pouvez pas faire indirectement ce que vous pouvez, même si c'est une citation, ça s'appelle faire indirectement ce que vous ne pouvez pas faire directement. Vous vous adressez à la présidente. Et maintenant, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le revenu disponible des ménages a augmenté de 26 % depuis qu'on est au gouvernement. Le premier quintile le plus pauvre, ça a augmenté de 29 %, alors qu'au Canada, ça a augmenté de 23 %. Ça, c'est la réalité, Madame la Présidente. Maintenant, si je faisais un salaire de 220 000 $ par année, comme la chef de Québec solidaire, bien, je me garderais une petite gêne. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Attendez. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, on garde le silence. Une seule personne a droit de parole. Nous allons, s'il vous plaît, en question principale, monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Hier, le verdict est tombé. C'est le dernier rapport de la SCHL. C'est à Montréal que les loyers augmentent le plus parmi les grandes métropoles du Canada, plus qu'à Toronto, plus qu'à Vancouver. Le Québec a enfin battu le reste du Canada. Le premier ministre devrait être fier de son exploit. Ailleurs au Québec, c'est encore pire. À Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Saguenay, les loyers ont bondi respectivement de 9,3, 15,2, 13,6 et 11,2 %. De quoi être fier, Madame la Présidente?
Un locataire doit avoir aujourd'hui un revenu de plus de 50 000 par an pour payer un loyer moyen sans dépasser la norme du 30 %. C'est dramatique pour des centaines de milliers de personnes, Madame la Présidente. Si rien n'est fait, la hausse des loyers de l'année prochaine va aggraver la précarité des familles locataires, des familles qui doivent déjà couper dans les épiceries pour payer les augmentations de loyer. Est-ce que la ministre de l'Habitation s'en rend compte? Va-t-elle prendre au sérieux la crise du logement et répondre à notre appel pour freiner... La réponse, et vous chuchotez fort, je vous prie, plus tranquille le chuchotement. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, bien, visiblement, c'est une habitude du député de Laurier-Dorion. Il lit un bout de l'article, Madame la Présidente, mais il omet de partager ici en Chambre les bons bouts des papiers. Alors, je suis là pour rapporter ce que rapporte, entre autres, Radio-Canada à travers la plume de Mégane Foy, qui dit « Le niveau de stress des locataires pourra baisser d'un cran au printemps prochain. Les hausses des loyers à l'échelle du Québec, donc, Madame la Présidente, ça inclut Montréal, seront moindres dès l'an prochain. Même chose du côté du Devoir, où les hausses de loyers à l'échelle du Québec seront moindres dès l'an prochain. C'est ce qu'annonce également la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Il y a eu une chaîne qui a été brisée, là, Madame la Présidente. Il y a eu une chaîne qui a été brisée. Dans cette chaîne-là qui est brisée, il y a toutes sortes de mesures par ma précédente collègue qui ont été mises en place. Les fonds fiscalisés, les programmes de soutien au logement, le FAC 1, le FAC 2, tout plein de mesures qui ont été là. Et finalement, on voit les résultats, Madame la Présidente. La pression sur le marché commence à diminuer. Et déjà, on dit que pour 2026, bien, le taux d'inoccupation va commencer à augmenter, Madame la Présidente. Première complémentaire. Bref, Madame la Présidente, les beaux jours s'en viennent, selon la ministre de l'Habitation. On pourrait très bien discuter des causes de la crise du logement, là, mais on veut parler des solutions. C'est ça que les gens ont besoin. On a fait des propositions. On a déposé un projet de loi pour que la ministre limite les hausses des loyers. On a même proposé qu'elle les limite à l'inflation. Accepte-t-elle de poser un geste pour les locataires? La réponse de la ministre. Ah ben, une chose que QS n'a pas déposée, Madame la Présidente, c'est de revoir le règlement sur la fixation des loyers. Ça, ils ont fait 0 bin comme dans Ouellette, Madame la Présidente. Même chose pour le Parti libéral, même chose pour le PQ. 40 ans où ça n'a pas bougé d'un iota. Donc, je vous invite à suivre au courant des prochains jours, Madame la Présidente, ce que le gouvernement du Québec va déposer et qui va continuer donc de venir soulager le marché et où le taux d'inoccupation, et on prévoit là, le 3 % étant l'équilibre le plus juste. On est aujourd'hui à 2,8 %, donc on s'en va tranquillement vers le 3 % Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Règlement de fixation des loyers. Parlons-en, Madame la Présidente. Alors qu'on lui demandait de faire un règlement pour baisser les loyers, la CAQ a imposé un règlement qui fait augmenter justement les loyers. Là. Rien pour améliorer la situation des locataires. Et pendant ce temps-là, des spéculateurs en profitent pour augmenter de façon abusive les loyers. Pourquoi la ministre avantage systématiquement les spéculateurs au détriment des locataires? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est totalement inexact. La situation des locataires, on s'en occupe justement avec un règlement dont on ne s'est pas occupé depuis plus d'une quarantaine d'années, Madame la Présidente. Alors oui, ce que demandent les locataires, c'est une chose, Madame la Présidente, de la prévisibilité. C'est ça qu'ils demandent, les locataires, de la prévisibilité, ce qu'ils n'ont pas eu depuis près d'une quarantaine d'années. Je le répète, Madame la Présidente, on tend à l'équilibre. Le règlement sur la fixation des loyers, je vous invite à surveiller ça au cours des prochains jours. Et oui, ça va venir soulager les ménages partout au Québec et à Montréal également, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. L'ancien ministre de l'Éducation a imposé un règlement qui exige qu'à partir de janvier 2026, que la formule d'appel « Madame » ou « Monsieur » soit utilisée par les élèves du Québec. L'objectif d'améliorer le civisme et la politesse dans nos écoles est bien louable, mais le moyen imposé, lui, est discriminatoire. Vous savez, Madame la Présidente, en juin 2022, le Parlement du Québec a adopté une loi qui reconnaît, dans le Code civil, un statut juridique aux personnes non binaires.
Notre même Assemblée a adopté en 2016, à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, l'interdiction de discriminer sur la base de l'identité de genre. Alors, est-ce que la présente ministre de l'Éducation, femme de loi, va continuer d'obliger les enfants du Québec à enfreindre la loi et les forcer à mégenrer les personnes non-binaires? La réponse de la ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, vous savez, on a un enjeu qui est fort sérieux, de la montée de la violence dans nos écoles. Et la base de tout en société, ce sont les règles de civisme. D'ailleurs, on voit l'utilité que ça a ici dans l'Assemblée nationale, où vous avez parfois l'obligation d'intervenir sur la base de mêmes règles pour garder les débats, disons, sereins. Et c'est la même chose quand on vit dans une société, c'est la même chose à l'école. L'école se doit d'être un milieu serein pour nos enfants, un milieu sécuritaire, un milieu où on est capable d'apprendre et de réussir avec dignité. Donc, c'est ça la base du civisme, Madame la Présidente. Le climat scolaire a une incidence directe sur la réussite éducative. Donc, il était important de rappeler ces règles-là et d'intervenir, et c'est pour ça que mon prédécesseur le fait. Alors, quel est l'objectif de ce règlement-là? C'est d'établir un cadre en matière de civisme qui favorise le respect de tous en milieu scolaire, et on s'attend à ce qu'il soit appliqué avec discernement et dans cet esprit, Madame la Présidente. C'est un règlement qui vient mettre les bases, qui est un cadre commun à tous, qui vient mettre certaines balises pour pouvoir encadrer qu'est-ce que les règles de civisme, et le tout, c'est pour les codes de vie dans les écoles. Mais ceci étant dit, par la suite, c'est la responsabilité des directions de l'appliquer, et on s'attend à ce qu'on le fasse dans le respect de tous et avec discernement, comme on peut le faire quand on applique un règlement, Madame la Présidente. Première complémentaire. La ministre peut nous parler comme ça, Madame la Présidente. Les écoles appliquent un code de vie puis les sanctions, mais son règlement définit dans son contenu, et je cite, « La règle de conduite doit prescrire aux élèves d'utiliser le titre de madame ou de monsieur pour s'adresser au personnel de l'école. Le règlement oblige les enfants à mégenrer les profs non-binaires. Comment une femme de loi peut-elle perpétuer cette erreur et continuer à obliger les enfants à enfreindre les lois du Québec? » La réponse de la ministre. Oui. Madame la Présidente, je vais répéter ma réponse avec calme, parce que c'est ça qu'on veut établir aussi dans nos écoles, un climat de sérénité, de civisme et de calme, Madame la Présidente. Dans le respect de tous, je le répète. Donc, ce règlement-là vient prôner le civisme, a une finalité, un esprit, un objectif, vient définir des formules de politesse qui est un cadre commun à tous, vient imposer, à titre d'exemple, le vouvoiement. Et c'est la même chose, on s'attend à ce que cette règle-là du vouvoiement, à l'instar des autres formules de politesse prescrites, soit déployée avec discernement dans nos écoles par les enseignants, par la direction. C'est le cadre. Tant que l'esprit du règlement est respecté, les directions ont la latitude de l'appliquer avec discernement. Deuxième complémentaire. Écoutez, je pense que la ministre, Madame la Présidente, ne saisit pas que le fameux respect qu'elle interpelle, elle le met complètement envers les personnes de la diversité de genre. Il faut dire monsieur ou madame, mais il n'y a pas de terme acceptable dans le règlement de la ministre pour dire une personne, pour nommer une personne non-binaire. Alors, je la sens, la ministre, qu'elle est mal à l'aise. Est-ce qu'elle pourrait, tout simplement, rectifier le tir et, dans la formule d'appel, inclure un terme non-binaire? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, le règlement doit s'appliquer à partir du 1er janvier. Je vous rappellerai qu'il y avait eu un tollé similaire quand on parlait de l'interdiction du cellulaire. On a suivi de près l'application du règlement. On va faire la même chose le 1er janvier pour l'application du tel règlement. Donc, le respect commence par écouter ma réponse également, Madame la Présidente. Donc, je m'attends à ce que l'application du règlement, à l'instar de tout règlement qui peut admettre une part de discernement, le soit fait avec discernement par nos écoles. Tant que l'esprit est respecté de ce règlement, nous allons suivre l'application avec intérêt et on va être à l'écoute du terrain pour la suite, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, on achève aujourd'hui 7 années complètes de caquisme. Et quel est le résultat? La CAQ avait promis de couper dans la fonction publique très exactement 5 000 postes. Et comme dans tant de dossiers, elle a fait exactement le contraire. Donc, depuis 2018, c'est 11 000 fonctionnaires à temps complet de plus que le gouvernement a embauché. Il y a quelques jours, la présidente du Conseil du Trésor nous annonçait son intention de couper à nouveau, tenez-vous bien, 5 000 postes.
Quelques jours plus tard, on apprenait par contre que le nombre de cadres à Santé Québec, lui, avait augmenté de 40 % et qu'on était rendu à 383. Je vous rappelle qu'on avait promis en créant Santé Québec, en fait, on réduirait le nombre de cadres. À nouveau, c'est l'inverse qui se produit. On a aussi appris qu'entre 2018 et 2024, le secrétariat aux emplois supérieurs a augmenté le nombre de hauts fonctionnaires et de sous-ministres de près de 30 %. Dire une chose, faire exactement l'inverse. Et c'est clair dans l'esprit des Québécois qui se préoccupent de l'efficacité de l'État et de la saine gestion des finances publiques que le bilan de la CAQ, après 7 ans, il est indéfendable. Ma question est simple. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'en matière de gestion de la taille de l'État, son bilan est un échec sur toute la ligne? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, on vient tous d'entendre le chef du Parti québécois dire qu'on n'a pas assez coupé dans les postes au gouvernement depuis 7 ans. Je ne sais pas s'il a consulté Magali Picard avant de poser cette question-là, mais je lui suggère peut-être d'y penser 2 fois. Peut-être que ça va devenir difficile avec Magali Picard, peut-être s'en aller à QS et puis arrêter de faire des deals avec le PQ. Madame la Présidente, quand on regarde le déficit du Québec actuellement, il y a 7 milliards du déficit qui vient du fait qu'on a remis de l'argent dans le portefeuille des Québécois, entre autres en réduisant les impôts. On sait ce qu'a dit le chef du PQ, des baisses d'impôts, not on my dead body. Ça, c'est le chef du PQ qui a dit ça. Donc, Madame la Présidente, le pire, c'est qu'on vient d'entendre, il y a quelques minutes, le chef du PQ dire, vous savez, on a une loi pour les élections à date fixe. Avant, on avait 5 ans. Donc, je ne sais pas s'il est en train de suggérer maintenant qu'on devrait avoir 5 ans avant de déclencher une élection. Mais là, il dit, je suis premier dans les sondages, Pablo a de la misère. Donc, moi, je suggère d'aller en élection tout de suite. Cet homme-là veut être premier ministre du Québec, n'a pas respecté les lois du Québec. C'est quand même gênant. Première complémentaire. Ce qui est gênant, c'est à quel point on peut passer à côté d'une question simple. Il n'est pas question de couper, il est question de l'explosion de la taille de l'État pendant que les services se détériorent au Québec. C'est ça le bilan de la CAQ. Le premier ministre aime les marches dans la neige, là, puis il semble très, très enthousiaste à défendre ce bilan-là. Je lui donne une occasion de défendre son bilan. 57 % des nouvelles embauches, c'est du personnel administratif et de bureau, 52 000 employés de plus dans le parapublic. Est-ce qu'il peut défendre ce bilan? La réponse du premier ministre. Les victimes d'agressions sexuelles. Bien, Madame la Présidente, là, j'ai pas eu de commentaires, là. J'espère que le chef du PQ va s'excuser un peu comme il l'a fait avec les artistes puis Patrice Roy, mais je lui rappelle que c'est un gouvernement du PQ qui a voté une loi pour des élections à date fixe. Puis on est bien placé pour le savoir, là. On a un ici là, qui est très au courant que c'est le PQ qui a voté ça. Donc, est-ce que le chef du PQ est en train de nous dire si jamais il est premier ministre du Québec, il ne respectera pas les lois du Québec? Je pense que c'est important. Les Québécois ont le droit de savoir. Et Monsieur le Premier ministre, je vous invite à revenir sur la question. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Donc, la question porte sur la création de monstres bureaucratiques tels Mobilité Infra, Santé Québec, Investissement Québec. Elle porte sur la dilapidation de fonds publics dans toutes sortes de subventions, pendant que les services à la population ne s'améliorent pas, ils se détériorent. Un gouvernement du Parti québécois va réduire la bureaucratie, réduire les contrôles administratifs et la paperasse inutile, se concentrer sur les missions fondamentales de l'État, livrer à la population des services. C'est ça la différence entre la CAQ et le PQ, Madame la Présidente. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je viens d'entendre encore une fois le chef du PQ dire qu'il va couper dans les subventions aux entreprises. Depuis 7 ans, on a aidé 25 000 entreprises. Les salaires ont augmenté au Québec de 30 % en moyenne. C'est plus qu'en Ontario, c'est plus que dans le reste du Canada, c'est plus que fait les gouvernements du PQ. Donc, nouveau PQ,
On n'aide plus les entreprises, même dans un contexte où on a Donald Trump, puis on lance un référendum pour être bien sûr qu'il y a assez d'incertitudes économiques. En question principale, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le gouvernement, on le sait, a créé de toutes pièces une guerre avec les médecins. La crise dure depuis des semaines. Le premier ministre a dit, la main sur le cœur, « Je ne reculerai pas devant les médecins, comme les autres gouvernements avant nous. » Aujourd'hui, on le sait, il a capitulé sur toute la ligne. Bien sûr, dans l'entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens, il enlève des éléments problématiques, comme nous l'avions d'ailleurs demandé, les atteintes aux droits fondamentaux, les cibles quantitatives, les pastilles de couleur. Or, le gouvernement renonce du même coup à l'objectif ultime de sa loi, la prise en charge de toute la population, des indicateurs de résultats, sans augmenter l'enveloppe globale de rémunération. Est-ce que le ministre de la Santé est d'accord avec l'entente signée par sa collègue du Trésor, laquelle est contraire aux priorités de sa loi, l'affiliation à un médecin pour toute la population, l'obligation de résultats, sans augmenter l'enveloppe globale? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, première chose, non, on n'a pas capitulé, on a fait de la capitation. C'est très différent, Madame la Présidente. Quel était l'engagement majeur qu'on a pris? C'était d'être capable de revoir le mode de rémunération. Vous devez être très prudent en ce moment parce qu'il y a un vote qui a lieu. Il y a un vote qui a lieu par respect pour les médecins. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé au cours des derniers mois. Puis nous, on s'est engagé, Madame la Présidente, à donner tout l'espace nécessaire à la FMOQ pour contacter leurs membres et s'assurer d'avoir un vote qui va se passer cette semaine. Mais ce que je dirais, Madame la Présidente, c'est que je suis très fier du travail qui a été fait au cours des derniers mois pour arriver à une solution, parce qu'on avait dit une chose, la loi, elle était perfectible. Avec la venue de la Fédération aux tables de négociation dans les dernières semaines, nous avons été capables d'avoir une entente qui respecte nos grands principes de revoir le mode de rémunération, de prendre un engagement envers les citoyens, d'avoir plus de patients qui sont pris sur la première ligne. Madame la Présidente, on est très fiers de pouvoir faire cette entente-là. Première complémentaire. En fait, je voudrais revenir sur l'idée de la capitation. Ça ne va pas nécessairement avec capitulation, mais c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, en septembre dernier, le ministre lui-même avait dit qu'il voulait affilier 1,2 million de Québécois dès janvier 2026. Sur cette base, il a mis le réseau à feu et à sang. Des médecins sont partis à pleine porte. Or, dans l'entente, dont on connaît les détails maintenant, on n'affilie que 500 000 personnes et cette prise en charge se fera par des médecins sur une base volontaire. Volontaire. Elle est où l'obligation de résultat? Réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, on a toujours dit qu'un projet de loi, puis on en a fait, Dieu sait, des projets de loi en santé au cours de la dernière année, que chacun de ces projets de loi était perfectible. Madame la Présidente, je pense qu'après avoir écouté l'ensemble de la population, on a écouté les médecins, mais on a écouté aussi la population. Et quand on dit que la prise en charge est importante, quand les chiffres réels seront connus de l'entente qui a été mise et qui a été convenue et qui doit être votée par les membres, les gens verront qu'on a même accéléré des éléments de prise en charge parce que c'est ça que les gens nous demandaient, notamment pour les populations qui sont vulnérables. Madame la Présidente, on réalise notre engagement de revoir le mode de... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, non seulement cette loi-là était-elle perfectible, elle était inutile. Elle était inapplicable. C'est la raison pour laquelle on a dû négocier une entente de dernière minute, une entente dans laquelle on retrouve des fonds supplémentaires. 434 millions de dollars de bonification de l'enveloppe globale, 75 millions de dollars de forfaitaire pour la prise en charge et un autre 75 millions de conditionnels à la prise en charge sur une base volontaire. C'est raté sur toute la ligne. Est-ce que le ministre peut au moins avouer son échec? La réponse du ministre. De la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Alors, je tiens à rappeler que l'objectif de tout ce qu'on a fait, c'est de changer le mode de rémunération des médecins et d'augmenter la prise en charge des Québécois. Et évidemment, quand il y a une négociation, les deux parties partent de leur position de départ, puis il faut trouver une voie de passage. Je pense que c'est ce qui a été fait.
Maintenant, on est très prudent, puis on ne va pas commenter ni les chiffres, ni les détails de l'entente. Il faut d'abord que la FMOQ présente le tout à ses membres, que tout le monde comprenne bien ce qui est proposé. Puis les grands gagnants là-dedans, là, à la fin, Madame la Présidente, ce sera les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Madame la Présidente, il y a un mois, le gouvernement a annoncé le retour forcé en présentiel des fonctionnaires sans leur avoir demandé leur avis. Pourtant, le télétravail, c'est bon pour plusieurs choses. C'est bon pour les finances du gouvernement. Ça a permis au gouvernement de faire des économies. Il me semble que dans le contexte économique dans lequel la CAQ nous a mis, ça aurait dû être applaudi. C'est aussi bon pour l'environnement. Ça réduit le trafic. Ça permet de diminuer les GES. Il me semble que le ministre de l'Environnement devrait applaudir le télétravail. Donc, la solution, ce n'est pas de l'abolir, c'est de bien l'encadrer comme le propose Québec solidaire. Le télétravail, ça améliore la conciliation vie, travail, famille. C'est un facteur de rétention des talents. Ça permet des grandes économies de temps et de transport. Alors, on se demande pourquoi cette décision-là. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas pour écœurer les travailleuses et les travailleurs et les inciter à quitter la fonction? Article 32, je suis debout, gardez le silence. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? Même Gabriel n'est pas d'accord. Monsieur le leader. Madame la Présidente, article 35, là, ils s'en vont dans leur comté, qui réfléchissent à leur attitude pendant le temps des fêtes. Article 35, propos... Bon, alors, je suis debout. Alors, c'est beau, monsieur le leader, je vous remercie. Je demanderai de faire attention à vos propos et de ne pas imputer d'intention malveillante aux collègues. Il restait 11 secondes. Soyons respectueux. Alors, au fond, on se demande, est-ce que c'est pas pour décourager les travailleurs et les travailleuses de revenir au travail et dégraisser l'État québécois? La réponse. Voulez-vous entendre la réponse de la présidente du Conseil du Trésor? Madame la Présidente, écoutez, les règles là, ou les directives concernant le télétravail étaient à 2 jours par semaine. On passe à 3 jours. On est dans l'équilibre. Il n'y a rien de dramatique. Et c'est dans les tendances qui sont vues partout à travers le pays. Et je pense qu'il faut que Québec solidaire là, prenne le temps des fêtes pour se reposer. Puis on se reparle en janvier. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. On sent qu'il y a de la tempête dans l'air aujourd'hui.